BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous, bon week-end, merci d'être là, merci d'être fidèle à De quoi je me mêle, je suis très heureux de vous retrouver comme chaque semaine, vous le savez, pour votre heure dédiée à l'actu tech. De quoi je me mêle, diffusé dès le vendredi en exclusivité et en priorité en podcast. Vous pouvez aussi nous retrouver sur la chaîne YouTube de Tech Co et puis après le week-end, vous le savez, en radio-télé sur BFM Business. Le hashtag des QJMM, bien évidemment, si vous voulez réagir. Avec au sommaire de ce De quoi je me mêle tout à l'heure en deuxième partie, l'histoire de TikTok. Et ce sera Christophe Joly qui a repris toutes les archives de TikTok. On va remonter au milieu des années 2010 exactement, pour raconter cette histoire. Un TikTok qui, évidemment, depuis ces derniers mois, prend une toute autre dimension. Ce sera en deuxième partie. Merci d'être là, bienvenue, et c'est parti pour De quoi je me mêle. Le club de la presse IT, bien sûr, pour débuter avec Olivier Frigara, qui est là. Salut Olivier. Salut François, ça va? Ravi de te retrouver Olivier, avec plaisir. Fondateur du podcast On refait le Mac. Il y a la F1 aussi. On refait la F1, voilà. On refait la tech, on refait la pop, on refait tout. Non, on refait le podcast. Et on refait De quoi je me mêle. Et on refait De quoi je me mêle. Et ça, c'est cool. Merci d'être là. Et puis, on est ravis aussi d'accueillir Emmanuel Paquette cette semaine. Salut Emmanuel. Bonjour François. Voilà, que vous connaissez si vous êtes un fidèle de quoi je me mêle. Emmanuel, qui est journaliste à l'Informé. L'Informé qui est un site d'actualité qui est payant et qui propose en fait beaucoup d'actu, en général lié à l'éco-média, c'est ça? Beaucoup éco, enfin microéconomie, effectivement. Ouais. Enfin, donc les entreprises, pour faire c'est court. Ça. Et que des infos exclusives. Et, voilà, des scoops, quoi. Et puisque c'est sur abonnement, voilà, il y a Exactement. toujours de bons scoops parce que notre ami Emmanuel Paquette est toujours à l'affût avec sa loupe des derniers scoops. Il laisse des fiches sur tout le monde. Hein. Ah, des fiches sur tout le monde. Bah, il faut se tenir droit devant Emmanuel Paquette. Voilà. Autrement, là, rentre un peu le ventre, Olivier, on ne sait jamais. Parce que tu pourras avoir un article, attention, exclusif. Il a grossi. Olivier Frigara a grossi. Ce qui est vrai d'ailleurs, mais bon, passons. Enfin voilà, heureusement, ça devait rester entre nous. Hein, vous qui êtes en podcast audio, bien évidemment, vous pouvez imaginer tout ça. On plaisante, mais dans l'actu, il y a pas mal de choses et on va commencer par Apple. Il y a du lourd en plus. Il y a du lourd quand même, enfin du lourd et du fin, et du léger. On va parler d'OpenAI, évidemment, avec ChatGPT 4o qui a été annoncé il y a quelques jours. On va parler de SVOD, je pense que ce sera dans la partie bonus de quoi je me mêle, mais Apple aussi, parce qu'il y a plein de choses à dire sur Apple, notamment les nouveaux iPads qui ont été présentés il y a quelques jours. Petite présentation, voilà, ça n'a pas été la grande présentation des grands jours, on va dire, avec des journalistes qui ont été conviés à Londres, et puis une petite vidéo que tout le monde pouvait regarder, qui a duré 30 minutes. 30 minutes, voilà. Tim Cook a dit, c'est le lancement d'iPad, l'un des lancements d'iPad, le lancement d'iPad le plus important depuis l'arrivée du premier iPad. Rappelez-vous, Steve Jobs sur son petit canapé qui présentait ce truc-là, c'était mythique quand même. Qu'est-ce que tu en penses, Olivier? Est-ce que vraiment c'est un lancement mythique pour les iPads? Non. Ben voilà, merci beaucoup. Eh ben c'est dit, c'est fait. Non, c'est un lancement, c'est une mise à jour. C'est pas un lancement, il n'y a pas de révolution. On a attendu presque 1 an et demi pour avoir une mise à jour d'iPad et de gamme d'iPad, elle est arrivée. Alors, il y a des surprises, on le voit derrière moi avec la puce M4, effectivement, qui est quand même une avancée importante en termes de puissance et de loin, effectivement, la tablette la plus puissante du marché. Si tu veux qu'on résume les annonces, peut-être? Oui, alors attends, parce que le M4, donc c'est ce processeur qui est inédit, pour la première fois, l'iPad, et c'est ça qui est peut-être révolutionnaire chez Apple, l'iPad a droit à une nouvelle génération de puces avant le Mac, et voire même avant l'iPhone, qui bénéficie d'une technologie. Donc ce M4 va arriver, alors peut-être un petit peu boosté ou différent, sur les MacBook Pro, MacBook Air, après, enfin bon, MacBook Air, à mon avis, c'est pas tout de suite, parce qu'il y a le M3 qui est sorti il n'y a pas longtemps. La logique, François, aurait voulu qu'Apple mette la dernière génération de puces dans l'iPad. Et la dernière génération de puces, c'est le M3. Ils sautent une génération. Et c'est ça qui est curieux. Et c'est quoi leur excuse? C'est l'IA ou pas? Alors, on a cru que c'était l'IA pendant longtemps, puisque Mark Gurman, tu sais, l'apôtre des rumeurs chez Apple, annonçait l'arrivée d'une puce révolutionnaire qui était vraiment taillée pour l'IA et qui était une sorte de plateforme d'entraînement pour les futurs développeurs qui voudraient travailler sur iOS 18 qui va arriver à la WWDC le mois prochain. Et donc, il fallait bien une plateforme pour travailler autour de cette IA. Et c'est l'iPad qui en bénéficierait avec une sorte de puce survitaminée pour pouvoir faire tourner
ce qu'on espère un jour voir arriver chez Apple, c'est un modèle de langage génératif qui tourne Oui, sur l'appareil. voilà, qui ne soit pas obligé Dans le cloud, d'avoir des requêtes dans le réseau finalement. Et en Parce que c'est fait, vrai qu'il y a cette- Apple a annoncé cette puce M4. Pourquoi elle est légitime on va rentrer dans les détails, mais pourquoi elle est légitime cette puce? C'est parce qu'on le voit sur cet écran qui est derrière moi. C'est un écran pour la première fois OLED avec deux couches d'écran. C'est 2 écrans OLED en même temps. Et pour pouvoir gérer ce type d'écran, il fallait une nouvelle génération de puces. Et voilà. Point. Donc plus puissante. Plus puissante. Voilà, c'est ça. Donc la première raison, elle c'est là. Est-ce que derrière, il va y avoir bien sûr qu'elle est taillée pour l'IA parce qu'elle est surpuissante, mais est-ce qu'il va y avoir derrière des annonces liées à cela? On verra le mois prochain. Mais en cela, ça n'a rien de révolutionnaire. Ce qui est plus étonnant, c'est qu'Apple revient, pour rester sur l'iPad Pro, à cette course à la finesse qui était propre chez les designers d'Apple du temps de Jonathan Ive. On a vu les Mac maigrir, ou les iPhones maigrir, quitte à ce qu'ils se plient en deux un peu trop facilement. Ils reviennent à cette course à la finesse. C'est de loin le produit d'Apple le plus fin qui ait jamais été conçu. Je ne sais pas s'il y a déjà des gens qui ont essayé de le tordre, de le casser en deux, cet iPad Pro. Non, parce qu'a priori, cette fois-ci, ils ont fait attention. Ils ont mis quelques. Voilà, ils ont compris la leçon des iPhones il y a quelques années. C'était l'iPhone sécurité. iPhone 6, je me souviens. Bon, en revanche, je ne sais pas si tu l'as vu, Manuel, cet iPad, il est d'une finesse incroyable. C'est dingue. Alors, on parle du Pro, hein, parce que derrière tout ça, il y a aussi les iPad Air qui ont été présentés, qui sont, on va dire, plus conventionnels, très sympas. Oui, qui arrivent aussi en grand format. Ça, c'est la nouveauté. Hein. Ouais, c'est la vraie nouveauté, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'avant, on avait que du 11 pouces, maintenant, on a du 13 pouces. Et eux héritent de la puce de l'ancien iPad Pro, à savoir la puce M2. Voilà. Qui reste une bonne affaire d'ailleurs. Hein, qui reste une bonne affaire, oui. Mais bon, encore une fois, la question, on a fait un sondage pour ceux qui nous regardent sur On refait le Mac. On pose la question, est-ce que vous avez besoin de puissance? Est-ce que c'est un argument de vente pour acheter un iPad? Et personne nous dit que c'est un argument de vente. La finesse, oui. Mais oui, la légèreté, finesse, légèreté, bon, tout ça, effectivement, parce que c'est un produit nomade. Et faire de l'iPad, je dirais, une alternative à un PC ou un Mac, il faut un système d'exploitation qui soit un peu plus souple. Et le problème, c'est qu'iOS, aujourd'hui, n'offre pas cette souplesse qu'offre un Windows, ça fait mal à dire, ou un Mac, ça pique, ou un Mac OS. Donc, et c'est encore une fois, cela, un point d'attente important pour la conférence des développeurs le mois prochain, en juin, chez Apple. Voilà. Emmanuel, tu as un peu suivi tout ça ou pas? Oui, alors c'est vrai que c'était un peu attendu pour plusieurs raisons. D'une part, parce que l'iPhone se vend moins en ce moment, donc c'est un peu ralenti. D'autre part, parce qu'en bourse, Apple se fait un peu distancer par rapport à ses gros concurrents, notamment Microsoft, qui lui s'envole justement grâce à l'intelligence artificielle, qui est aujourd'hui un vecteur auprès des analystes financiers, un vecteur de croissance, selon eux en tout cas, important, et donc qui dope les cours de bourse. Donc on voit que Apple marque le pas, parce qu'ils n'ont fait aucune annonce, qu'ils sont un peu en retard, voire beaucoup en retard dans ce domaine-là. Donc ça, on pensait peut-être qu'effectivement avec l'iPad, il y aurait déjà un petit coup d'accélérateur. A priori, ce n'est pas le cas. Puis surtout, ce qui m'a marqué, alors est-ce que c'est une perte de mojo, comme on dit, ponctuelle, mais c'est la campagne de publicité qui a été un flop total, sur lequel Apple a dû s'excuser. Oui, ça, c'est quand même un sacré scandale. Voilà, c'est rare dans l'histoire d'Apple que Apple s'excuse. Voilà, on rappelle un peu le concept de cette pub. On était dans une grande pièce et on retrouvait en fait tous les divertissements, les anciens divertissements, c'est-à-dire des télés, des ordinateurs, des livres. D'ailleurs, si vous êtes avec nous à la télé, vous le voyez, la musique, etc. Et en fait, il y a une énorme presse qui écrase tout, en fait. Pour en fait signifier que finalement tout ce concentré de culture, etc., peut rentrer dans un appareil très très fin qui est l'iPad. Sauf que ça a été très 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 mal perçu, cette histoire-là. Exactement, surtout par les aficionados de la marque, en fait, les créatifs, les créateurs. Pour eux, c'était une attaque directe sur le processus de création, sur la fin du monde analogique, alors qu'en fait, il n'y a pas nécessairement de fin du monde analogique, hein. L'analogique vit très bien, notamment on le voit avec le revival des platines, des disques vinyles, etc. Donc, voire des cassettes, des vieilles cassettes qu'on a connues. Donc, c'est vrai que ça a été pris comme une agression par une partie du fanbase des Apple, et donc ils ont dû tout arrêter. Donc, cette publicité, on ne la verra plus. Ouais. Et donc, une excuse d'Apple aussi. Ils ont gaspillé pas mal beaucoup d'argent. C'est-à-dire surtout que la campagne de lancement, elle est loupée, quoi. Elle est loupée. Il n'y a pas de campagne pub aux États-Unis et en France. Hein. Et alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Tim Cook lui-même s'est excusé. Exactement. C'est rare quand même. Très très rare. Enfin, les excuses de Tim Cook, Olivier, enfin, à 2 reprises, une pour plan, souvenez-vous, il y a quelques années. Ouais, il y a même eu des licenciements. Ça remonte à 10 ans. Et oui. C'est rare. Hein. C'est rare qu'ils se plantent en matière de com, et là, ils se sont un peu plantés, c'est bon qu'on puisse dire. Je pense que l'agence
qui a lancé. Après c'est eux qui l'ont validé. Donc, Oui, c'est ça. bon, voilà, hein, c'est clair. Hein, mais Ouais. bon. Donc la finesse, le petit scandale de la publicité, etc. En gros, il n'y a pas grand-chose à raconter de plus hein, sur ces iPads. Hein. En gros, et ce que Olivier disait, deux gammes. Hein. Ouais. Le Pro qui est avec sa puce M4, écran OLED, etc. Et l'ultra finesse. Et puis la possibilité d'accéder en fait à un grand iPad 13 pouces, un peu moins cher. Ouais. C'est l'iPad Air. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, je trouve. Ouais. Et c'est intéressant de voir l'analogie entre les iPhones et les iPads. L'iPhone, on va dire tout court, le 14 et le 15, ont existé en 14 Plus et 15 Plus, et Ouais, ils font ouais. pareil avec l'iPad. Oui, finalement. on sait que c'est la marque de fabrique de Tim Cook de faire une gamme élargie avec un large éventail de modèles pour que, d'une manière générale, on soit tenté toujours de prendre le modèle supérieur pour 100 € de plus, 100 € de plus, 100 € de plus. Ouais. Le problème, c'est que, et c'est ce qui explique certainement aussi, quand tu parlais des ventes d'iPhone, mais des ventes d'iPad, c'est une vraie catastrophe, hein, puisqu'il n'avait pas été renouvelé pendant 18 mois. Mais la gamme est difficilement lisible quand même. On a l'iPad 10, qui est l'iPad d'entrée de gamme, ce qui devient l'iPad, et l'iPad Air 13 pouces, l'iPad Air 11 pouces, l'iPad Pro 11 pouces, l'iPad Pro 13 pouces, une version Wi-Fi, une version avec la 5G. Ouais. Il y a des claviers qu'on peut rajouter. Il y a le Pencil, on n'en a pas parlé, le Oui, Pencil tout à fait. Pro Et qui puis arrive. l'écran anodisé, non? Ah Alors, je oui, sais il y pas a comment un ça écran s'appelle, qui donne un aspect de papier, en fait. Ça, Oui, c'est assez oui. bluffant. Je l'ai vu, cet écran. Ça, par contre, ça m'a vraiment emballé. Mais c'est une option. Mais c'est une option qui C'est-à-dire est qu'il y a un facturée. traitement sur l'écran, et ça s'est fait pour les créatifs, parce que visiblement, enfin moi je l'ai vu, j'ai eu la chance de le voir, et je trouve que c'est vraiment impressionnant. Tu as l'impression de voir du papier à la place de voir un écran. Donc tu n'as quasiment plus de reflets, mais tu perds, je trouve, quand même un peu en contraste, etc. Et c'est dommage avec l'OLED, quoi. Donc, mais ça Je retrouve plus le nom. ça mais sera disponible. Oui, mais c'est une technologie d'ailleurs assez en fait, poussée. il y a hein. plus il y a toujours une surface en verre, mais la surface en verre vitrée de l'iPad avait tendance à refléter beaucoup la lumière. Donc pour les créatifs qui utilisent le Pencil notamment, ils ont vraiment l'impression d'être face à une feuille de papier. Et le traitement est assez bluffant. Elle est facturée 200 € de plus, hein, mais évidemment, mais c'est assez bluffant. Mais bien sûr, monsieur. Bah oui. Bah, on n'allait pas vous le Voilà, donner le quand Pencil même. est plutôt sympa également, puisque maintenant il gère des fonctionnalités beaucoup plus pointues. On le voit, on peut gérer maintenant le sens d'orientation Ouais, c'est impressionnant. de la brosse en général. On peut le faire pivoter. Mais là également, on se retrouve avec une gamme de 4 ou 5 pencils, donc ça commence à être un petit peu compliqué. Et les pencils qui ne sont pas compatibles entre eux. Et qui C'est-à-dire sont que tu pas prends le pencil de l'iPad Air, ne va pas marcher avec celui de l'iPad Pro. Voilà, ils ne sont pas tous compatibles. C'est trop simple, Bah, évidemment. bien évidemment. C'est quand même un signe intéressant de l'évolution d'Apple pour conclure, si tu veux François, c'est par rapport aux années Steve Jobs où les produits d'Apple tenaient sur une table d'Apple Store. Aujourd'hui, il en faut plusieurs quand même. Voilà. Donc c'est ça, c'est en cela où on s'aperçoit un peu que ça devient un peu compliqué, difficilement lisible, avec des évolutions incrémentales et sans réelle révolution. On va voir si le mois prochain à la conférence des développeurs, il y aura des nouveautés en matière d'intelligence artificielle. Apparemment, ils travailleraient J'espère bien. avec OpenAI pour rattraper leur retard. Et, alors ça, Emmanuel, c'est le deuxième gros morceau, on va dire, d'Apple, hein, parce que c'est vrai que côté IA générative, alors l'IA, Apple en a, hein, il y a l'IA dans les iPhones et les iPads depuis des années, en fait. Hein. C'est de la data, bon voilà, les photos, etc., etc. Il y a plein de fonctionnalités, mais l'IA générative, c'est vrai qu'ils sont à la ramasse, il n'y a rien du tout. Ouais. On voit qu'on parlera dans un instant de ChatGPT qui, lui, avance à une vitesse folle. Google qui est derrière et qui essaie de rattraper le retard. Ouais. Apple va être obligé de trouver une solution. Enfin, je veux dire, ils ne peuvent pas rester comme ça, ne serait-ce qu'en termes d'image. Oui, effectivement. Alors déjà, il y a eu un papier assez marrant dans le New York Times qui disait qu'il va falloir greffer un cerveau à Siri. Parce qu'on parlait de Siri qui était de la reconnaissance vocale et qui n'a pas évolué quasiment. On peut en parler. Tu reçois régulièrement Luc Julia, tu peux en reparler avec lui. Je pense que Luc Julia est extrêmement critique sur l'évolution de Siri, voire la non-évolution de Siri, ou la régression de puisque Siri. c'est l'un des papas de Siri, rappelons-le, qui a été lancé en 2011. C'est Les ça, souvenirs sont bons, exactement. avec le 4S. Et on ne peut pas dialoguer aujourd'hui avec Siri. Il n'y a pas vraiment de dialogue. C'est pas interactif, c'est pas de d'IA générale. Voilà, c'est pas conversationnel comme ChatGPT. Ou alors c'est assez plat. C'est assez plat. Et donc, Il te effectivement, comprend. un rapprochement avec OpenAI permettrait justement de faire évoluer, de faire un grand pas à Siri. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, alors ça, c'était dévoilé par le Wall Street Journal, c'est un projet interne qui s'appelle ACDC, pour les projets ACDC pour les fans de hard rock. Donc ça veut dire Apple Chips Data Center. Et donc l'idée, c'est de créer des centres de données, des data centers équipés de processeurs
d'intelligence artificielle, mais alors pas des processeurs d'intelligence artificielle qui sont directement concurrents de ceux de Nvidia, puisque Nvidia c'est le leader mondial aujourd'hui avec 80% en gros du marché de l'intelligence artificielle pour qui fait entraîner, sa fortune qui aujourd'hui. fait ses fortunes exactement, qui est très très riche, qui fait payer très très cher ses processeurs, ses GPU, et donc ces GPU là permettent d'entraîner les modèles d'IA. Et à côté de ça, vous avez d'autres processeurs qui sont des processeurs pour l'inférence de l'intelligence artificielle, et c'est là-dessus qu'Apple serait en train de développer donc un processeur. Probablement, alors ça c'est pas dit, mais avec ARM, puisque c'est aujourd'hui ARM qui fait l'architecture des processeurs M4 dont on vient de parler précédemment. Et l'avantage d'ARM, c'est que ça consomme beaucoup moins d'énergie. C'est ce qui a fait son succès. Et donc si on met ça dans des data centers qui sont extrêmement en fait gourmands en termes d'énergie et d'eau, ben, ça peut avoir un impact assez important sur la consommation énergétique. Oui, parce qu'on parle beaucoup de frugalité aussi, de Exactement. puissance de processeur. Effectivement, il faut qu'on arrive à avoir une IA tout aussi performante, toujours plus performante, mais qui consomme moins de puissance de calcul et donc d'énergie, parce que les deux sont intimement liés. Hein. Olivier Oui, non, enfin, plus qu'ARM, hein, qui est je dirais l'architecture de la puce, c'est TSMC qui a une vraie longueur d'avance aujourd'hui, qui est le fabricant taïwanais qui fabrique les puces également pour Nvidia, mais qui fabrique surtout toutes les puces pour Apple. Et on n'en a pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai que la puce A14, qui est fabriquée par TSMC, est une puce, est la vraie première puce d'Apple gravée à 3 nanomètres. C'est assez unique sur le marché. Elle était déjà dans nos iPhones à 3 nanomètres ou le M3 qui est dans les MacBook Pro aujourd'hui, qui est à 3 nanomètres, mais c'est un 3 nanomètres qui n'était pas forcément encore suffisamment efficient pour Apple en matière de consommation énergétique. Et ça semble être la raison pour laquelle Apple a accéléré l'arrivée de la puce M4. Pourquoi ? Parce que quand vous allez voir TSMC, c'est des investissements colossaux pour avoir des chaînes de prod de puces. Ils ne peuvent pas se permettre d'avoir une puce M3 en 3 nanomètres bis et une puce M4 en vrai 3 nanomètres. À un moment donné, en matière d'industrialisation, on est obligé de faire des choix rationnels de la production. Oui, bien sûr. Donc, ils auraient accéléré le passage à la puce M4 qui est en 3 nanomètres. Pourquoi ? Parce qu'en septembre arrive l'iPhone en 3 nanomètres avec sa puce A17 ou A18, je ne sais plus. Le 15 n'est pas en 3 nanos déjà ? Oui, mais c'est un 3 nanomètres qui, en matière d'efficience énergétique, ne correspond pas à encore meilleur. Voilà. D'accord, ok. Et donc là, ce serait la vraie raison qui expliquerait qu'Apple ait accéléré le passage à la puce M4, qui permet à la fois de valoriser l'iPad un petit peu qu'il a besoin. Bien sûr. Et de préparer le terrain pour le nouvel iPhone. Et de, si tu veux, lisser la production. Et ce que tu dis est très juste par rapport au marché des GPU, au marché de l'intelligence artificielle. Pour se démarquer de Nvidia, qui sont des puces qui consomment énormément d'énergie, c'est une manière de se positionner différemment en disant, regardez, si vous mettez des fermes de serveurs, des fermes de GPU avec nos puces, ce sera différent. Ce que je ne suis pas sûr encore, c'est si Apple va proposer ces puces à d'autres fabricants. Peut-être qu'ils vont se les réserver dans un premier temps à leurs besoins. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est quand même, il y a un analyse financier, alors j'ai trouvé ça assez étrange, qui soupçonne qu'il y aurait un nouvel App Store, qui s'appellerait l'App Store IA, sur lequel les développeurs, justement pour tirer parti des nouveaux processeurs d'intelligence artificielle, les nouvelles capacités d'intelligence artificielle, mettraient des applications dans cet App Store, mais qui seraient dédiées juste à l'intelligence artificielle. Comme fait aujourd'hui OpenAI, en fait. Avec Bon, vivement le 10 juin. J'espère qu'enfin Apple lèvera le voile sur plein de choses et que ce ne sera pas une immense déception. Il a annoncé la couleur, Tim Cook. Il a annoncé qu'il allait avoir... très attendu. Ça fait, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça fait des années qu'il y a une vraie attente sur cette WWDC comme jamais, quoi. Parce que là, vraiment, on joue l'avenir d'Apple dans le monde de l'intelligence artificielle, parce qu'on voit que Samsung y est, tous les constructeurs de téléphones s'y mettent. Je pense que fondamentalement, il y a aussi un problème, Olivier le sait mieux que moi, mais de culture d'Apple. La vraie question qui se pose depuis maintenant plusieurs années, c'est qu'avec l'émergence de l'intelligence artificielle, Apple, avec sa culture du secret, où chaque équipe ne sait pas sur quoi travaille l'autre, ça fonctionne pas du tout dans le monde de l'intelligence artificielle. En fait, exactement. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième, c'est qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle se fait beaucoup sur du partage d'informations. Les chercheurs mettent au sein de la communauté en commun, dans le pot commun, le fruit de leur recherche. Apple ne fait jamais ça. Et donc la question, c'est de savoir, ou peu, disons. Ils s'y mettent. Alors, on voit des chercheurs qui ont dit ils ont mis des éléments d'intelligence artificielle dans la communauté, mais c'était tellement peu précis, etc., que c'est un peu du foutage de gueule. Donc, c'est intéressant en tout cas de voir si, parce que Apple n'est pas prêt évidemment dans l'IA générative, donc on murmure que se dessinera un partenariat avec OpenAI. OpenAI, c'est dingue, quoi. Et tout Microsoft, ça fait pareil. Oui, c'est clair. Ils ont commencé il y a 2 ans. Mais ça veut dire malgré tout que si Apple veut rester fidèle à sa ligne directrice qui est
protection des données personnelles, etc., Exactement. il va falloir que voilà, ils trouvent une recette d'OpenAI et de ChatGPT, enfin d'un GPT exactement, qui soit compatible avec les valeurs d'Apple. D'où effectivement ce dont je te parlais, c'est un App Store IA. Ouais, Là, ça permet de contrôler c'est les ça. applications qui vont être mises dans l'App Store. Et Apple pourrait mettre son poinçon labellisé entre Je guillemets valide. Apple. Voilà. Et du coup, ça permet d'être toujours ce qu'on appelle le gatekeeper, là, hein, donc celui qui contrôle le passage. Quoi. Alors justement, tu l'as dit. Sauf en Europe. Sauf en Europe. Ouais. Plus compliqué, oui. Il doit nous détester, Tim. Oh, mais non, il il doit nous adore. détester l'Europe. Non, je plaisante. Tu l'as dit, c'est une des WWDC les plus attendues pour ce virage de l'intelligence artificielle. L'année dernière, ils ont présenté l'Apple Vision Pro, mais on s'attendait. Voilà. Ouais. Bon, d'ailleurs, l'Apple Vision Pro, c'est peut-être l'outil qui a le plus besoin d'IA aujourd'hui. Donc, ils en ont Dont aussi on parle besoin. le moins aujourd'hui. Dont on parle moins. Ouais. Il y a quand même des petites choses qui ont été divulguées. Tu parlais de la CDC tout à l'heure, mais on a vu arriver Ferré en mois de novembre, qui est aussi un outil d'intelligence artificielle générative, mais qui est différent et qui correspond à ce que tu disais, à la culture, à l'ADN d'Apple. C'est-à-dire qu'en matière de protection des données, c'est une IA qui tourne localement. Et on sent que c'est on perçoit, c'est le modèle que voudrait Apple. Il ne voudrait pas qu'on utilise des gros serveurs en permanence et qu'on essaye de localiser au maximum le traitement de l'IA dans son téléphone, qui serait un argument de vente, en disant il est surpuissant. On comprend pourquoi il cherche à avoir des puces très puissantes pour pouvoir proposer une différence par rapport à Google et OpenAI. Donc ce serait une première piste. Et deuxième piste, ils ont présenté il y a quelques semaines des études justement qu'ils ont mis en commun avec des chercheurs avec un langage qui s'appelle MM1, qui en gros ferait ce que ferait aujourd'hui OpenAI en matière de reconnaissance visuelle. Lorsque tu présentes une vidéo, il est capable de reconnaître des éléments. Et la démo qu'ils avaient fait, c'était à une table de restaurant. Il a su reconnaître les plats et proposer l'addition automatiquement. C'est rigolo. Voilà, donc on voit qu'Apple y travaille, mais d'un autre côté, ils sont en retard par rapport à un Gemini ou par rapport à OpenAI, et qu'en attendant que ce retard soit comblé, ils travailleraient avec le leader aujourd'hui. Oui, pour essayer de limiter la casse. Et après, ils pourraient très bien décider de basculer. Comme ils l'ont fait avec Qualcomm, on se sert de avec Qualcomm Google, tant qu'on est prêt, et puis le jour où on est prêt, on passe à autre chose. Ça nous emmène justement aux nouveautés OpenAI et ChatGPT, qui là aussi, c'est intéressant parce qu'on voit quand même la compétition qu'il y a entre tous ces acteurs. OpenAI qui dégaine une keynote de nulle part 24 heures avant le Google I.O. Quoi. Ouais. Et c'est quand même terrible. Un coup de pied de l'âne, quoi. Cannibaliser l'annonce de Google. Ouais, c'est terrible. Avec en plus un truc, voilà, une petite keynote sympa. 30 minutes aussi. Fraîche, je dirais, Ouais. avec des démos impressionnantes. Ouais. Tout ça pour annoncer ChatGPT 4o. Je ne sais pas si vous l'avez testé parce qu'il est déjà disponible. Hein, que vous ayez la version payante ou gratuite. Parce que en fait, ce qu'il y a de cool, c'est que ChatGPT 4o est gratuit. Hein, on n'a même pas besoin de s'abonner pour en profiter. Et c'est à ce jour, en fait, le ChatGPT le plus puissant du moment, hein, je crois. Hein. Ils ont repris une vraie avance, Manuel. Oui, pour le coup. Enfin, en tout cas, ce qu'on a vu, parce que pour l'instant, c'est des démos. Moi, j'ai essayé de l'utiliser. J'ai pas réussi. J'ai l'impression qu'en Europe, on peut pas l'utiliser pour le moment. Ils ont lancé une appli sur Mac, par Il faut exemple. avoir C'est un Mac. intéressant. C'est pour ça que c'est tu pour n'y es ça, pas oui. arrivé, si je peux me permettre. Oui, d'accord. Ok. D'ailleurs, il J'aurais faut qu'on dû. parle un petit peu d'Apple et de la démo. C'est pas un hasard, je pense. Il y a des produits Apple au moment des démos, mais on en reparlera tout à l'heure. Oui, Mais effectivement. Donc, ce qui est marrant, ce qui est troublant, c'est que, et d'ailleurs, ils l'ont reconnu eux-mêmes, c'est que c'est directement inspiré d'un film qui s'appelle Her. Je sais pas si vous l'avez vu, qui est un film vraiment extraordinaire. Je vous le conseille, avec Joaquin Phoenix, dans lequel on tient le héros tient une conversation et tombe amoureux d'une intelligence Ah artificielle. oui, c'est Et il d'accord. discute avec cette intelligence artificielle via son téléphone, et c'est vraiment très interactif. Et dans la démo, on voit la même chose. C'est C'est-à-dire pas qu'on un tient- rond et des petits points. C'est Oui, une vraie. pour l'instant, ouais, exactement. Et donc, il y a une vraie conversation qui est entamée. Il y a même elle peut se mettre en mode humour. Mhm. C'est Elle bluffant. demande c'est assez bluffant, ouais, effectivement. Alors, encore une fois, c'est une démo. Moi, j'attends de voir qu'on l'aura entre les mains pour pouvoir l'utiliser. Mais il y a un système aussi de reconnaissance des émotions. Alors, elle s'est plantée à un moment donné, Oui, un petit peu. c'est quand même Il assez souriait, il a dit alors, quel est mon état d'esprit? Et elle a dit, tu ressembles à une table en bois, je crois, ou quelque chose comme ça. Il dit, non, Ouais. mais c'est pas exactement. Et donc, après quoi, elle a dit, ah, pardon, je m'excuse. Donc, effectivement, tu sembles heureux. Tu sembles d'être heureux, enjoué, etc. etc. Donc, non, c'est assez bluffant. Encore une fois, nous, on a hâte de l'essayer. Alors, je suis désolé, effectivement, parce que moi, je suis passé par Je un vais te passer PC. un Mac. Écoute, on va Exactement. s'arranger. Mais ça a l'air bluffant comme ça, effectivement. Voilà. Et puis, c'est la rapidité aussi de ChatGPT 4o. Si vous avez la possibilité de le tester, allez-y, parce que franchement,
Et c'est ça qui va être formidable pour l'avenir. C'est-à-dire que si on veut avoir un dialogue avec une IA, il faut qu'il y ait une réactivité, très peu de latence. C'était compliqué avant, parce qu'attendre toujours 2 secondes avant d'avoir une réponse, ça casse un peu l'échange. Sauf quand tu discutes avec Olivier, tu sais, il a toujours un petit... Oui, il a un petit... Mais ça, c'est son côté... Côté insulaire. Insulaire. Je dis pas de mal. Non. Et donc, l'idée, c'est ça. C'est de se dire, plus on aura cette rapidité d'exécution, plus on pourra imaginer comment dirais-je, des scénarios, des conversations incroyables. Ouais. Imaginez demain un assistant vocal qui vous répond comme ça du tac au tac. C'est pas faire Siri, quoi. Et voilà. Ou Google Assistant, voire même Alexa, pour élargir et être équitable avec eux. Et faire plaisir aussi, ça. Mais... Ou Cortana, tiens. Cortana. Et Bixby aussi. Hein. Ouais, il y a quand même pire que Siri. Hein. Il y a Bixby, ouais. Mais, ça existe encore, Bixby? Non, je crois. Peut-être en Corée. Hein, oui, c'est ça. C'est ça qui était bluffant. C'est-à-dire que non seulement... alors, les démos qu'on fait aujourd'hui sur le Mac, c'est pas en vocal comme les images qu'on voit derrière toi, François. Donc, ça reste un prompt ou une dictée vocale. Mais ça marche très vite. 200 millisecondes, hein, c'est ça, le temps d'activité, c'est dingue. Alors après, peut-être qu'il y a des serveurs qui étaient juste derrière. On voit qu'il y a un câble sur l'iPhone du monsieur, hein, donc c'est pas un hasard, je pense. C'est un petit câble branché sur l'iPhone, si vous regardez bien. Voilà, on le voit le câble. Ah oui, on voit un câble. Donc bon, voilà, ça fonctionne pas en Wi-Fi. Avec la batterie. Oui, ça doit être ça. Le Mac aussi, ils ont fait une démo derrière avec un Mac, il y avait un câble. Ils avaient peut-être pas de Wi-Fi chez OpenAI, tu sais. Ouais, je sais pas. Bon, bref, en tout cas, c'est assez bluffant. Mais ce qui est bluffant, c'est qu'on peut interrompre une conversation. Ah non, en fait, arrête. Et le truc, ça réagit. Incroyable. Ouais. Et moi, ça m'a fait battre mon petit cœur de geek. Ça fait frissonner. Parce que imaginez demain, je sais pas moi, quand la robotique sera prête, les usages qu'on peut imaginer, c'est dingue. Voilà, on ne sait pas exactement dans quoi on va arriver. Et puis en plus, je pense que pour le coup, OpenAI, pour revenir à Apple, je pense qu'ils ont une obligation aussi d'aller vers tous les grands acteurs. Comme aujourd'hui, ils ont déjà des enquêtes, comme quoi l'accord avec Microsoft ferait qu'en réalité, c'est une acquisition déguisée. Si c'est le cas, ça ouvrirait en fait une enquête des autorités de concurrence aux États-Unis et en Europe. Donc, ils ont tout intérêt à se diriger vers Apple, ou enfin, en tout cas, des tiers autres. À s'ouvrir à la concurrence pour couper l'herbe sous le pied. Exactement, en disant non, mais attendez, on n'est pas acheté par Microsoft, on travaille avec Apple. Surtout qu'ils devraient faire un gros chèque, Apple, s'ils travaillent avec eux. Eh oui, mais, exactement. Ce que j'ai trouvé vraiment remarquable, moi, ça m'a encore fait passer à une analogie selon laquelle, à l'origine, quand tu étais un geek, tu voulais faire de l'informatique, tu devais taper un code dans un terminal, ou le DOS. Donc au début de l'IA, il fallait taper du texte dans du prompt. Là, tu lui parles. Ouais. C'est un peu comme l'arrivée de l'interface graphique ou de l'iPhone pour les smartphones. C'est vraiment rendre encore plus accessible l'IA au grand public, parce que ça reste quand même... Bien sûr, ils ont annoncé quoi, 1 million d'utilisateurs, 100 millions d'utilisateurs. 100 millions d'utilisateurs, ce qui est considérable, mais c'est pas encore... Voilà. Et là, le fait de simplement lui parler, c'est une barrière à l'usage qui est levée de manière considérable. Et là, ils ont complètement cannibalisé, on le disait tout à l'heure, les annonces de Google. Et ce qui est amusant, c'est que vous allez sur YouTube, vous regardez l'audience de la keynote d'OpenAI, elle a fait près de 3 millions, 3,3 millions hier soir, donc ça a encore monté. Google, ils ont fait 900 000. Ouais. Leur annonce qui était le lendemain était déjà un peu ringarde, en fait. Ouais. Et bien voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'après, étant donné que ChatGPT a tout donné la veille, Google se retrouve à 24 heures en disant « Waouh !» C'est un peu comme, je ne sais pas moi, un producteur d'une immense série à qui la veille on dévoile au public comment ça se termine, quoi. C'est terrible, c'est terrible. Et les démos étaient moins spectaculaires aussi. Voilà, alors il y a des trucs intéressants quand même, attention. Oui, non, évidemment. Le moteur de recherche, je ne sais pas si vous avez suivi quand même. Si, ouais, effectivement. Alors le moteur de recherche, là pour le coup, ça pose quand même des... C'est l'une des forces de Google quand même. Voilà, mais c'est sa force et sa faiblesse. C'est-à-dire que c'est sa force aujourd'hui parce que c'est le cœur de son modèle économique. Bien sûr. Et en même temps, ils peuvent... Un modèle économique d'il y a 20 ans, finalement. Il y a 20 ans, exactement. Qui est très profitable encore. Voilà, qui est très des centaines de milliards d'euros, plus de 300 milliards de chiffre d'affaires par an, donc c'est monstrueux. Donc ils peuvent mettre de l'intelligence artificielle dans leur moteur, mais pas trop pour pas que ça abîme leur modèle économique. Donc eux, contrairement à OpenAI, ils doivent y aller pas après pas, tout doucement, et puis éviter les dérapages si possible, parce qu'ils en ont déjà eu quelques-uns. Alors qu'OpenAI n'a rien à perdre, ils ont un modèle économique à construire, donc eux peuvent y aller de façon libre. Exactement. Ils partent d'une feuille blanche. Exactement. Et alors là, ce qu'ils ont montré, c'est effectivement d'intégrer ce qui va être intégré déjà aux États-Unis. Alors ils n'ont pas parlé de l'Europe pour l'instant, mais des réponses dans le moteur de recherche qui sera automatisé par l'intelligence artificielle lorsqu'on fera une requête.
certaines requêtes, pas toutes. Et donc, on aura la réponse qui s'inscrira. Là, on le voit directement à l'écran, effectivement. Et donc, c'est très bien pour l'utilisateur. En revanche, on sent déjà poindre les risques pour... Alors, je suis désolé, on va parler un peu de nous, mais la presse écrite. Parce qu'aujourd'hui, on dépend énormément pour les sites gratuits, donc du trafic qui est envoyé par Google. Et donc, avoir des liens sur lesquels on clique et qui renvoient vers le site d'origine pour avoir l'information, aujourd'hui, ça fait le modèle économique de plein de sites d'information gratuite. Évidemment. Et là, Demain, si on reste, ça, en fait. si le contenu est résumé sur la page Google d'accueil et qu'on reste chez Google, ça renvoie plus de trafic. Et alors là, ça peut détruire le modèle économique de tous les sites gratuits qui sont déjà de temps en temps en difficulté chancelant, à cause des changements d'algorithmes de Google, parce que Google fait à peu près ce qu'il veut quand il veut, etc. Et donc, il peut y avoir un vrai impact. Alors, Google a bien vu que ça inquiétait. Ils ont dit, mais ce qu'on a vu, c'est que quand on met en dessous de la réponse un lien vers le site Internet, ça augmente le trafic vers le site Internet. Bon, en tout cas dans les tests. Donc, on attend de voir. Donc, eux, et puis même eux, c'est pas avantageux pour eux, puisqu'ils vivent des liens sponsorisés sur lesquels on clique et donc ils touchent de l'argent dessus. Donc eux-mêmes, il va falloir qu'ils redéfinissent probablement leur modèle économique. Donc on voit que c'est plus compliqué pour Google qui doit y aller tranquille, alors qu'OpenAI, eux, ils peuvent tout bousculer, ils n'en ont rien à faire. C'est dingue de voir quand même que Google, qui est devenu un géant, vieillit finalement. C'est une boîte qui a plus de 20 ans. On va pas te la faire à toi, François. T'as vu IBM Non, mais c'est sûr. Se faire ringarniser. Mais c'est clair. T'as vu Apple se faire ringarniser, puis revenir à la mode. On a vu Microsoft se faire ringarniser par la... Et revenir. Microsoft, ils sont revenus quand même aussi. Mais pour Google... Ils cherchent leur second souffle, on a l'impression. C'est intéressant. Ils ont quand même un super écosystème en plus du moteur de recherche. Ils ont Gmail, ils ont Google Docs, Drive, bien sûr. Et moi, ce qui m'a le plus marqué lors de ces annonces, c'est qu'ils arrivent, ils mettent tous ces outils d'IA, ils les intègrent à toutes les briques de leur écosystème. Et c'est ça qu'ils travaillent. C'est plus une course de fond en ce qui les concerne, alors que OpenAI, c'est plutôt des sprinters en ce moment. C'est-à-dire qu'ils te mettent dans Gmail, dans Android, dans le moteur de recherche, dans Google Photos, plein de fonctions liées à l'IA générative ou encore à l'IA tout court, qui permettent de simplifier le quotidien et te rendre addictif à leur service. Dans Gmail, tu vas avoir une fonction qui te permet par exemple de résumer du contenu d'un mail ou résumer un dossier que tu suis où il y a 80 mails, tu ne sais plus lequel est le bon. Ça, c'est juste génial. Et ça aussi, c'est un enjeu majeur pour Apple, parce que ça, on peut le faire si on maîtrise la chaîne de prod du début jusqu'à la fin en matière de développement. Si tu mets un petit peu de Google, un petit peu d'OpenAI, et derrière, tu as tes développeurs qui travaillent en silo, comme tu le décrivais très bien chez Apple, c'est pas évident. Donc, c'est pour ce qui me laisse à penser qu'Apple va aussi y aller avec ses propres moyens, parce qu'ils veulent garder la spécificité et garder leur service à eux et les développer encore. Bon, on va attendre que tout ça se décante. Gemini arrive en France aussi, ça c'est la nouvelle, je crois. La 1.5 Pro. On évidemment reviendra sur tout ça. Tiens, pour terminer cette première partie, j'aimerais qu'on évoque la SVOD, qui est en plein mouvement aussi. Emmanuel, tu suis ça évidemment de manière... Je regarde la SVOD même. Tu regardes la SVOD, tu suis l'actualité de la SVOD. Alors, il se passe pas mal de choses en France et il se passe aussi pas mal de choses aux US, je crois. Oui, effectivement, parce que ce qu'on voit beaucoup se développer, c'est ce qu'on appelle le mode de stop and go. C'est-à-dire, en gros, des abonnés à la SVOD qui sont de plus en plus nombreux à se dire, moi, je m'abonne à Netflix parce qu'il y a la série que j'adore. Et puis, quand la saison est terminée, on se dit le reste me plaît pas, donc je me désabonne et puis je vais aller chez Disney par exemple qui a la série qui me convient, je me désabonne à nouveau. En fait, tous les systèmes sans engagement qui faisaient la force des plateformes de SVOD pour capter en fait beaucoup d'abonnés au début, aujourd'hui ça devient une faiblesse au moment où le marché devient un peu mature et au moment où il y a une offre qui devient de plus en plus pléthorique. Les gens n'hésitent pas à arrêter, reprendre un abonnement, aller papillonner. Et donc ce qu'on appelle le churn, le taux d'attrition, aujourd'hui c'est l'ennemi numéro 1 de ces plateformes, c'est de voir des abonnés partir comme ça de manière intempestive. Et donc l'idée, on revient à l'ancien monde, c'est-à-dire de s'associer entre plusieurs services pour faire une offre commune et faire en sorte que ce soit plus compliqué de se désabonner, parce qu'on ne peut pas se désabonner seulement de Netflix, on va se désabonner aussi de Disney, d'Apple TV+, et donc ça devient un peu plus compliqué. Et donc on voit ces bundles, donc ces offres groupées. En échange, avec des tarifs très intéressants. Avec des tarifs plus intéressants, effectivement. Donc là, la grosse annonce, c'est Disney qui va s'associer donc avec son service Hulu, qui est aux États-Unis, mais pas encore disponible en France, mais qui le sera peut-être un jour. Donc Disney+, Hulu et HBO, donc Max, le service Max, qui va être lancé le 11 juin
effectivement en France. Et donc ça en package commun avec Discovery et toutes les chaînes en fait du groupe, notamment l'accès à CNN en replay, etc. Et donc ça, on va voir combien ils vont le packager en termes de prix. Mais en France, on a déjà vu Canal le faire, puisque par exemple Canal+ série, aujourd'hui, il y a quasiment déjà beaucoup de services de SVOD compris avec Canal+. On a accès à Disney, on a accès à Apple TV+, on a accès à Netflix, Paramount+, effectivement. Tout ça, je crois que c'est 29,99 par mois. Et donc ça, effectivement, c'est un espèce de système anti-churn. Donc on revient à ce qu'on avait au début du câble, c'est-à-dire des bouquets. Bouquet garni, on vous donne ça. Ou tu achètes le pack sport et tu te retrouves avec 50 chaînes sport, même si mais tu en regardes qu'une. Voilà, qui t'intéresse, tu veux pas la perdre, et donc tu gardes les 40 euros. Tu t'abonnes à plein d'autres chaînes. Olivier, là-dessus encore une fois, c'est effectivement un retour à l'ancien monde. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit même les grands acteurs traditionnels. Non, les nouveaux acteurs de ce marché-là, les GAFAM, notamment Amazon et Apple, qui ont beaucoup de mal à se développer dans ce secteur-là. On a vu Amazon qui essaye également de faire venir de la publicité. Alors c'est sûr, tu es abonné, puis bing, tu as des coupures pub maintenant en amont, en tout cas des programmes d'Amazon. Il y a qu'Apple qui fait un peu, encore une fois, je suis désolé de revenir à Apple, qui fait un peu cavalier seul. Mais il y a des rumeurs comme quoi ils pourraient lancer aussi un abonnement avec publicité. Apple. Oui, et puis ils avaient quand même une offre groupée qui était avec les jeux vidéo, etc., qui était leur bundle à eux, en fait. Oui, ils sont déjà présents sur MyCanal, Apple One, par exemple. Mais ce qui est intéressant chez Apple, c'est qu'ils semblent vouloir aller sur les droits sportifs et se développer également là-dessus, parce que c'est aussi un argument de vente pour vendre du hardware. C'est clair. Quitte à perdre de l'argent sur le service, c'est pas grave. Mais ça permettrait de vendre des iPhones, des iPods et des Apple TV. Voilà, et puis évidemment, l'appli RMC BFM Play, la meilleure d'entre toutes. Elle est totalement gratuite. Totalement gratuite, de quoi je me mêle, tout le contenu Tech & Co, etc., etc. Voilà, un petit peu de pub au passage, les amis, ça mange pas de pain. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, Olivier François. Frigara, dont on fait le Mac, et puis donc Emmanuel Paquette de l'Informé. On se retrouvera dans quelques minutes, juste après Christophe Joly, pour le module bonus qui n'est disponible qu'en podcast audio, les amis. Et on va parler de Vivatech. Parce que Vivatech, c'est la semaine prochaine et ça se prépare, Vivatech. On va vous raconter tout ça. Ce sera dans le module bonus et dans un instant, donc l'histoire de TikTok avec Christophe Joly. Merci d'être là, à tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.